Salut tout le monde, force et honneur. Alors, joyeux Noël tout d'abord. Aujourd'hui nous sommes donc le 25 décembre 2024 et il est midi 26. Et je me suis dit, aujourd'hui j'ai partagé mes réflexions, un petit bout de mon journal intime et puis peut-être exprimer mes espoirs que 2025 soit l'année de toutes les concrétisations. En tout cas, je vous salue avec mon pauvre café. Je déteste Starbucks, mais j'ai un attachement pour Starbucks particulier parce que chaque fois que je fais mes road trips et que je passe 7 jours à conduire, à traverser les états certains états, et à chaque fois j'ai un îlot de Starbucks et j'y vais. C'est un peu débile parce que je pourrais peut-être chercher des endroits un peu plus typiques du coin. Mais voilà, à chaque fois j'achète toujours le faux café de Starbucks qui est même pas bon en plus. Mais bon, c'est pas grave, ça me donne un prétexte pour sortir et aller faire une balade. Donc, joyeux Noël et je vous souhaite que le meilleur. Inspiration, créativité, connexion et tout le reste. Je vous souhaite d'apprendre à faire de la moto sur la roue arrière. Je vous souhaite de faire de la peinture. Je vous souhaite de vous essayer à la sculpture ou bien je vous souhaite d'apprendre un pas de danse. Alors, aujourd'hui, je suis là, super bien, avec mes pensées et je me dis quel chemin ultra épique. Moi qui ai toujours voulu avoir une vie super pépère, tranquille, un lac, un hamac, un thé ou une bière, peu importe. Et en tout cas, 2024 aura été l'année marquante pour moi où j'ai pu totalement renouer avec mon père qui est mort en 2002. Et donc je suis hyper ému. Je suis hyper ému de pouvoir assumer totalement mon amour pour lui, malgré le chaos auquel il a contribué durant mon enfance. Il faut dire que j'étais tout petit, je comprenais rien, je n'avais pas du tout... Donc c'est marrant parce que quand t'es gamin, il y a ce paradoxe parce qu'à la télé, tu vois des exemples de famille idéale, à la maison dans la prairie et tout ça. Et derrière, quand j'ai eu cette impression quand j'étais gamin, c'était genre Hiroshima, Nagasaki, le Vietnam. C'était, ça hurlait et tout, c'est marrant. Et aujourd'hui, c'est fou comment j'apprécie le fait que finalement, d'une certaine manière, la vie c'est comme quelque chose qui se présente à nous. Et c'est comme un film en 3 actes. Tu as des espérances, tu as des déceptions, tu as des souffrances. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que pour pouvoir être sauvé, il faut bien sûr traverser des épreuves. Sinon, il n'y a rien à sauver. Hein. Et donc, je pense qu'on a tous nos traumas, nos déceptions. Et j'ai toujours envié mes potes qui venaient de familles assez normales. Et mon rêve, c'était la normalité, parce que pour moi, c'était un synonyme de paix. Et il y a quelques années, quand il y a un de mes potes à moi, un artiste extrêmement talentueux, et un jour, il me dit, je la fais courte, il me dit, ouais, tu sais, Athème, je t'envie, tu sais, parce que moi, j'ai eu une enfance vraiment belle, chouette, normale, avec des parents bons et bienveillants. Et donc pour lui c'était nickel.
Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même dingue, tu vois. Moi, j'enviais son enfance. Et puis, il m'a dit, parce que ce que je crée si j'ai bien compris, plafonne d'une certaine manière. Que c'est visuel, tout ça était plus ou moins conventionnel. En gros, il m'expliquait qu'avec mes expériences de la vie, j'avais quelque chose à raconter. Et il m'enviait un petit peu de ça. Je pense qu'il ne se rend pas compte que faut surtout pas envier ma vie parce que même aujourd'hui, je m'interroge comment j'ai réussi à survivre. Mais ce qui est fascinant, c'est que je réalise que tout ce qu'on essaie de faire dans cette vie, lorsqu'on ose le faire, lorsqu'on fait preuve de courage, t'as l'impression que tu as des bonus qui s'ouvrent, des portes, lorsqu'on accepte d'ouvrir des portes, lorsqu'on accepte que peut-être l'horreur de certaines situations qu'on a vécues sont là pour une raison. Et là c'est l'alu. Hein. Et donc pourquoi je dis ça, c'est parce que là on est le 25 et je me sens complètement apaisé, et cet apaisement, ce bien-être que j'ai, cette force, cette confiance en moi, et il a fallu que je me batte comme un malade pour y arriver. Et donc dans mon âme et dans mon cœur, je me dis, si on accepte de lire le monde et qu'on accepte les missions qui nous sont données, je pense que tout l'univers aspire à ce qu'on réussisse. Et je pense que l'un des combats les plus importants qui a été dans ma vie, et je ne sais pas pour vous, c'est d'accéder à mon moi authentique. Pas à celui qui a grandi avec des mécanismes de conformation. Il y a quelques jours, je me suis posé la question, mais si avant d'arriver dans cette vie, on arrive avec un désir, et je me dis, je m'imagine, j'avais ces images, je m'imaginais mon âme en file d'attente avant ma naissance, avant de commencer à commencer ma vie, et j'imaginais comme dans un supermarché les gens en file d'attente avant d'atteindre la caisse. Et là j'étais là et j'imaginais me poser la question, mais qu'est-ce que je veux là dans la vie, dans cette vie terrestre. Et je crois que je réalisais pas, mais je crois que le désir que j'avais, c'est d'être gentil. Et quand j'avais... Et aujourd'hui, je réalise qu'il faut faire hyper gaffe avec ce qu'on souhaite. Parce que si on n'a pas le discernement, si on n'a pas une sagesse de vie assez développée, certains désirs qui pourraient apparaître comme des facilités, ça te... ça te propulse dans l'opposé de ce que tu imaginais. Donc moi j'imagine que quand j'étais petit, je me disais plus tard quand je serai grand, je serai gentil. Et naturellement, je pense que le divin, l'univers a exaucé mon vœu, donc ok, il va être gentil, donc il va devoir mener des combats de malade, parce que finalement, en grandissant, je pensais qu'être gentil, ça t'éviterait les écueils, que tu n'aurais même pas besoin de mener des combats, et que tu n'aurais même pas besoin d'avoir une colonne vertébrale, que simplement en étant gentil, la vie viendrait à toi sur un plateau d'argent. Et je crois que je me suis pas vautré, on va dire. Peut-être que j'en étais conscient, j'en sais rien. Mais je crois que pour être une personne bonne, vertueuse, authentique, mais c'est un putain de travail. C'est un truc de fou parce que la vie va te tester. Hein. Parce que être gentil, ça veut pas dire être faible, ça veut pas dire être une victime, ça veut pas être un agneau. Pour moi, être gentil, c'est un peu avoir la puissance d'exister pleinement, ici et maintenant,
avec une force de malade mental qui justement permet d'être gentil, d'être vertueux. Et donc, je repensais à ce psychothérapeute, philosophe qui est Jordan Peterson, qui fait partie de ces mentors qui m'a sauvé la vie après mon divorce. Aujourd'hui, il part un peu en vrille, mais bon, je comprends. Et il disait, en tout cas dans la perception masculine, il disait, il faut qu'un homme embrasse sa part monstrueuse, qu'il la comprenne, qu'il la saisisse, afin de pouvoir l'avoir sous contrôle. Et il explique en fait que être bon, vertueux ou gentil, ça veut pas dire n'être pas capable de faire du mal. C'est comme si, afin d'être gentil, il fallait venir d'une position de force extraordinaire. C'est-à-dire que plus tu es fort, plus tu comprends la part sombre qui est en toi, qui est cette panthère, ce tigre ou ce monstre que tu as en toi, plus tu peux... et si tu fais ce travail de le j'allais dire en anglais tame, de le contrôler, de le discipliner, alors ça devient une force que tu peux contrôler afin de pouvoir tendre la main, afin d'être bon et vertueux. Parce que si on confond la gentillesse en devenant faible, en fait on peut pas être vertueux, bon et vertueux dans une position de faiblesse, de fragilité, parce qu'à ce moment-là, on est juste inoffensif. Et ce concept, je l'ai appris aussi grâce à la jante féminine. J'adore les alarmes de bagnole le 25 décembre. Des fois je me dis ah ça y est, ça a coupé, c'est cool. Ce que je voulais dire, c'est que ça m'aura mis une vie pour comprendre que moi qui aspirais que j'allais pouvoir passer entre les mailles de la vie, surfer ma voie jusqu'à la fin de mes jours en ayant de la paix et de l'harmonie, je me suis vautré. Je pense que la vie m'a mis des épreuves afin de me construire, et que même durant mon enfance, lorsque j'ai pu voir un niveau de violence et de barbarie venant des racailles de cité, j'ai l'impression que ça faisait partie de mon stage de développement. Et donc aujourd'hui, j'ai un bonheur incroyable de pouvoir comprendre que finalement aujourd'hui, si j'ai du bonheur dans cette vie, c'est que il a fallu que je fasse honneur aux caractéristiques qui m'ont été données depuis l'enfance, c'est-à-dire déployer une colonne vertébrale, avoir une force, une résilience de malade, et pouvoir réussir à avoir cette force pour être tellement authentique que le monde sent que ta bienveillance, elle vient d'une décision et pas d'un effet de soumission. Et c'est peut-être ça ce que j'ai appris, surtout par rapport à mon développement, en contraste avec mon père, parce que mon père était ultra autoritaire, voire limite borderline dysfonctionnel. Et aujourd'hui, je comprends que son autorité, c'était une forme d'amour liée au père, et que la société n'a pas arrêté de me matraquer pour me dire que l'autorité, c'était de la violence. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et en tout cas, voilà. Aujourd'hui, le 25 décembre, je fais le bilan de cette année et je me dis waouh, c'est fou quoi. J'ai l'impression que tellement de choses se sont passées. Et le plus beau pour moi, c'est quand tu es
trop dans ta tête et que tu es en errance intellectuelle, c'est à un moment donné, la vie se présente à toi ou s'impose à toi et elle te rend d'un seul coup futile toute analyse intellectuelle et réflexion intellectuelle. Et c'est comme en fait que toutes mes réflexions et mes analyses intellectuelles pour moi, pour comprendre ma vie, ce qui m'était arrivé, ce que j'essaie de faire, c'est quoi le projet, étaient plus là pour me permettre de survivre et de tenir la distance. Mais concrètement, je pense qu'il y a tous en nous des capacités de fous pour corriger nos vies, les aligner, et que c'est surtout, je dirais presque des mécanismes mystiques et spirituels. Et c'est comme s'il fallait trouver un moyen, c'est comme s'il y avait un lien entre le monde matériel et le monde spirituel et que quand tu fais ton travail spirituel, il entre en résonance avec ta vie matérielle. Et j'essaie d'en parler, mais c'est quelque chose qui se ressent au niveau du cœur et de l'âme. Et ce qui est fascinant, c'est que je suis un peu gêné de parler de mon histoire parce que j'ai l'impression que je parle que de moi et en même temps c'est ma chaîne. Mais j'utilise cette chaîne pour pouvoir communiquer des choses que je peux difficilement communiquer dans cette vie, dans mon entourage. Peut-être qu'un jour je devrais créer une sorte de mini-communauté, une petite tribu de 3-4 personnes pour pouvoir avoir des échanges de cet ordre. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant que je faisais ma quête spirituelle, j'avais entendu, il y a pas mal, peut-être il y a 10 ans, j'avais lu que spirituellement, les enfants choisissent leurs parents afin de les sauver. Et j'ai jamais compris, je me suis dit ouais quoi, qu'est-ce que tu vas sauver et là je comprends parce que quand mes enfants sont arrivés, il y a eu 2 effets incroyables que j'avais jamais ressentis avant. C'est que je voyais ces deux créatures magnifiques, ultra lumineuses, qui m'aimaient et j'avais jamais ressenti cet amour avant. Cet amour, c'était quasiment un amour divin et j'étais ébloui par cet amour. Et l'autre aspect, c'est que pour la première fois, j'aimais des personnes plus que moi-même. Et ça m'a donné un flash. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, mes enfants m'ont sauvé sans le savoir. C'est que comme ce sont les personnes les plus importantes de ma vie, lorsqu'ils m'ont rejeté il y a 6 ans, merde, il y avait un travail à faire. Je peux le dire aujourd'hui, tout le travail que j'ai fait ces 6 dernières années, jamais de la vie je l'aurais fait. S'il n'y avait pas eu l'existence de mes enfants et le fait d'avoir ressenti leur rejet il y a 6 ans. Impossible. Et ça me fait dire un truc, c'est que je me rends compte, et si l'être humain, en fait, c'est quelque chose à être activé, et si, en fait, on mène nos vies de manière plus ou moins brillante, en trouvant des mécanismes inspirants pour pouvoir payer les factures, s'organiser les vacances et tout ça, et si ça, c'était une sorte de vie, un simulacre de vie où on est en paix, où on a ce qu'on a, et qui est animé, drivé par éviter la casse, éviter les ennuis, éviter donc et si finalement c'est l'épreuve qui active l'âme humaine ou le cœur pour déployer des caractéristiques humaines, spirituelles en nous,
qui ne peuvent pas être réveillés autrement que par l'épreuve. Et pourquoi je dis ça, c'est que là je parle de mes enfants qui, sans eux, jamais de la vie j'aurais fait ce que j'ai fait en 6 ans. Jamais de la vie je l'aurais fait avec autant de... Ça a créé une épreuve qui a mis en résonance d'autres épreuves que je ne pouvais pas comprendre avant, notamment ma relation avec mon père. Et grâce à eux, j'ai pu sortir d'un enchevêtrement familial et psychologique avec entre autres ma mère. C'est comme si la famille... j'ai grandi dans une famille avec un tel niveau de dysfonction que la famille est devenue une sorte de secte et j'étais incapable d'en sortir dans ma perception. C'est comme si j'avais... et même quand même quand tu pars à 10 000 km de la secte ou de la famille, la secte est toujours en toi. Et sans mes enfants, je ne serais jamais sorti de la secte familiale ou de l'enchevêtrement psychologique familial. Après, j'ai fait des recherches, c'est bien connu, lorsqu'on a une enfance troublée dans un environnement assez narcissique ou pathologiquement instable, il y a des mécanismes très similaires aux mécanismes de secte et qui créent un étau sur tous les membres de la famille ou de la secte. Et donc je dis tout ça pour dire que petit à petit ça me fait réaliser qu'en fait grâce à l'épreuve est une opportunité de salut qui fait que par exemple, même après le décès de mon père, j'étais persuadé que c'était le gros bœuf qui était à l'origine de toutes les histoires familiales. Bref, je ne me rendais pas compte qu'il avait été utilisé comme un bouc émissaire de manière caricaturale et grotesque. Et même après son décès, j'étais persuadé, c'est comme si en fait c'était pas moi mais c'était la secte à travers moi qui communiquait. Et quand il y a eu l'électrochoc avec mon divorce et puis mes enfants, là j'ai été obligé de sortir de la matrice en fait. Et là tu te réveilles et tu dis oh, merde, on m'aurait menti en fait. Et donc ce que j'essaie de dire c'est que il semblerait qu'on a en nous des capacités de malade mental, mais qu'avec des mécanismes divers et variés de conformation à l'environnement, à la famille, à la société, on se refuse de révéler notre potentiel. Et ça me fait penser, pareil, dans toutes ces histoires que j'entends de la part de potes à moi, d'amis, de gens directement, indirectement qui traversent des épreuves, comme ça me fait penser aussi à un sujet qui me fascine, hallucinant, c'est la nature et l'instinct féminin et la nature et l'instinct masculin, séparément et ensemble, c'est un truc cosmique. Et donc ça me fait penser à ces hommes qui d'une certaine manière sont activés à partir du moment où leur compagne les quitte. Et des fois je m'interroge s'il n'y a pas pour certains, c'est comme s'ils avaient une mission tellement impressionnante, tellement balèze, que si elle n'était pas assumée, de graves choses leur arriveront afin de se réveiller à la mission qui leur a été assignée. Peu importe ce que c'est, soit déployer ses ailes, soit comprendre un certain nombre de choses, ou en tout cas identifier ce qui est attendu de nous. Hein. Il y a un truc qui est sûr, c'est que... Ah merde, vous avez vu du pain au chocolat ? Il y a un truc
qui est sûr, c'est que pour moi, le monde dans lequel on vit, cette civilisation, les mécanismes, pour moi, c'est le niveau zéro. Si tu peux décider d'être tranquillou, hein, tu vois, si tu as une vie calme, apaisée, il n'y a pas besoin de chercher les embrouilles. Mais je pense que cette civilisation, pour moi, plus elle avance, avec plus il y a de développement technologique, tout ça, plus la part spirituelle s'amoindrit, et moins la part mythique est embrassée. Et ce qui fait que certaines civilisations, en général, deviennent un truc tout mou, où finalement le seul objectif de la civilisation, c'est d'être sûr que tout le monde a de l'électricité, et puis basta. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, 2024, ça a été une année de fou. Et j'ai eu l'impression de la traverser avec une sorte de léthargie, comme si j'avais besoin de réparer mon âme, mon cœur et un certain nombre de choses. Et c'est marrant parce que quand tu commences petit à petit à te soigner, à guérir, eh ben tu as un certain nombre de tes caractéristiques oubliées et liées à l'enfance ou à l'adolescence qui se réveillent. Et donc pour moi, j'ai un certain nombre de mes souvenirs d'ado, les films des années 80-90, tout ce qui m'a inspiré. Et puis j'avais cette conversation téléphonique avec un très bon ami à moi qui est réalisateur de films et écrivain. Et on parlait et tout, et puis je lui ai communiqué, je lui parlais un petit peu de ma passion pour les mangas, les dessins animés japonais et aussi les mangas papier. Et je lui explique que dans mon enfance, ce que je trouve hallucinant, on parlait des mangas et des dessins animés de l'enfance, et il y en a un qui sort du lot pour moi, c'était Albator. Et donc on parle, et comme je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, hein, lorsqu'on développe sa capacité de discernement, lorsqu'on on voit en temps réel des alignements, des choses que l'on ne pouvait pas voir avant. C'est comme lire un livre, l'apprécier, et après le redécouvrir 10 ans plus tard, avec un bagage, une sagesse de vie qui fait que tu lis le livre et tu as l'impression de lire un autre livre, avec des informations que tu ne voyais même pas, que même la ponctuation avait un sens. Ça me fait penser à ce film de Usual Suspect, où Kevin Spacey à la fin se barre, et puis tu as l'inspecteur qui boit sa tasse, et qui a écouté Kevin Spacey et qui l'a cru. Et après il regarde sur le tableau, il voit tous les éléments, il commence à comprendre Kobayashi, machin. Et donc, pourquoi aujourd'hui j'ai autant de bonheur, c'est que il m'aura fallu toute une vie pour pouvoir assumer ma gentillesse, l'exprimer, l'assumer. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai toujours été gentil. J'ai fait 1 million d'erreurs. J'ai causé énormément de souffrance. Je suis pas en train de... Mon propos n'est pas de dire si je suis un ange ou pas. Je suis en train juste de dire que je crois que j'ai essayé d'être le plus gentil du monde toute ma vie, hein, et sans me rendre compte que je faisais plus de mal qu'autre chose. Et aujourd'hui, j'arrive avec mon âge, ma force et tout ça, et de pouvoir assumer cette gentillesse, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que j'ai... Et donc ce qui me fait tranquillement apprécier ces souvenirs d'enfance et de pouvoir comprendre pourquoi c'est... et notamment Albator, pourquoi ça m'avait vachement inspiré. Et en fait... Et donc j'en parle à mon pote en pensant qu'il avait vu Albator, et il m'a dit qu'il n'avait pas trop vu Albator et tout, donc je lui explique, et il y a... Putain, la vidéo elle fait 30 minutes. Je réalise que mes vidéos elles sont super longues parce que
c'est comme si j'avais un dialogue avec quelqu'un. Mes vidéos super longues, c'est parce que je réfléchis en temps réel. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que quand tu fais ton travail dans cette vie, et que j'allais dire quand tu ouvres tes chakras, mais quand tu arrives à t'accepter, à accepter l'inconfortable et l'inconfortant, quand tu commences, tu peux être en paix et en harmonie pour pouvoir apprécier et comprendre les choses et les messages sous-jacents. Et donc avec mon pote, en 5 minutes, je lui explique pourquoi Albator c'est un truc de malade. Et donc je lui explique durant ma vie, il y a un des thèmes qui me fascine le plus dans le cinéma, dans l'art et tout, c'est le thème de l'amitié. Et le thème de la filiation et comment on appelle ça en anglais, la bloodline, de tout ce qui est lineage. C'est pour ça que je suis un fan de Terminator 2, parce que James Cameron a tout compris dans tout ce qui est thème triptyque, le Père, le Fils, Dieu, ou le Père, la Mère, le Fils, et c'est des sujets infinis, ou la quête du héros. Et donc dans Albator, j'hallucine à quel point c'est d'une beauté que je ne pouvais pas articuler avant quand j'étais gamin, que je regardais. C'est que tu as Albator, qui est ce pirate de l'espace, qui est condamné à errer dans l'espace et qui ne peut pas revenir sur Terre, sinon il est emprisonné ou il est, je crois même, exécuté, il doit être exécuté sur Terre. Donc c'est ce personnage ultra masculin, subversif, dans l'espace, donc tout ce que j'aime. Et dans le premier Albator, on sait que le Albator a son meilleur ami qui est mort, donc on voit son meilleur ami de temps en temps à travers les souvenirs d'Albator. Et lorsqu'on comprend que le vaisseau d'Albator, ultra mythique, l'Atlantide, a été fabriqué, le résultat des efforts du meilleur ami et donc je crois que c'est le premier ou le deuxième épisode d'Albator où en fait, donc en gros on comprend très vite que le vaisseau a été fait par le meilleur ami d'Albator et que cette amie avait une fille, elle doit avoir 10-12 ans sur Terre. Et le premier épisode d'Albator, un truc de malade, c'est que Albator prend tous les risques pour venir à l'anniversaire de la fille sur Terre, pour pas manquer l'anniversaire. Naturellement, tout le monde est au courant qu'Albator va venir, le gouvernement, et donc ils l'attendent. Donc on a tout un épisode où Albator réussit la nuit à se faufiler pour rencontrer la fille de son meilleur ami et lui donner un ocarina. Et là, c'est cultissime, quoi, parce que finalement, la fille arrive à avoir une relation avec son père, donc le meilleur ami d'Albator, à travers Albator. Et Albator peut jouer son rôle de père ou d'oncle avec la fille. Donc il y a un côté familial avec des gens qui ne sont pas de la même famille. Et donc le truc de malade, c'est que à la fin, naturellement, Albator est capturé et il est sur le peloton d'exécution. Et t'as toute la société qui le regarde et qui est convaincue que Albator c'est un agent du mal, subversif et qui doit être détruit. Et là, tu as le vaisseau d'Albator. Bon, je continue, ça a coupé à cause de mon alarme. Je sais même pas si je vais finir la vidéo, on va voir. J'ai la flemme à chaque fois de combiner les deux vidéos. Alors, donc ça aujourd'hui, ça me touche de manière de fou, tout ce qui est mythique d'ailleurs. Et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, parce qu'en fait, je pense que lorsqu'on est dans la vie conventionnelle et qu'on se bat pour répondre à ses responsabilités de vie normale, c'est-à-dire réussir tant bien que mal, tout ça, parfois, souvent même, la société, la civilisation a des énergies tellement fortes qui conforment l'humain au code du moment, code culturel, code civilisationnel, tout ce que tu veux, et que finalement on oublie qu'il y a en nous une dimension mythique, une connexion au divin, à l'univers, et que je refuse de croire que
que la vie se résume à juste se conformer au code. Donc voilà. Donc ça c'était mon petit partage. En tout cas, je serais curieux de connaître vos désirs pour 2025. Je parle pas de résolution, hein, si vous allez faire de la gym ou de la muscu ou manger moins de sucre. Mais est-ce qu'il y a un désir pour 2025 ? Un seul. Et j'espère que vous l'aurez. Voilà. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je voulais juste vous exprimer mon bonheur d'avoir compris, et plus que compris, d'avoir ressenti un certain nombre de choses par rapport à cette vie. Et mon émerveillement, je dirais, est quotidien. Je sais, ça peut paraître un petit peu mièvre ou difficile à comprendre, voire naïf, mais c'est vrai. Donc voilà. Et en tout cas, je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite force, lumière et inspiration. Avec tout mon amour. À bientôt. Salut!